Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup des armes à feu. Donc je vous en avais parlé le dernier coup, je vous avais dit que je voulais faire une vidéo du coup typée sur les armes en général puisque c'est un des 3 piliers du survivaliste. Donc je savais pas trop comment aborder le sujet sans faire polémique ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en 2 parties. Donc du coup la première partie ce sera plus les armes dans les activités de loisirs, soit tir sportif, chasse, biathlon, etc. Et une deuxième partie, donc ce sera une deuxième vidéo, ce sera la partie 2, les armes en fait qui seront plus typées dans une situation dégradée, plus dans l'aspect de survie, survivaliste en général. Donc on va bien différencier ces deux choses. Pourquoi ? Parce que les armes à feu, du coup, surtout en France, avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de polémiques, et c'est normal, parce que du coup il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que il y a eu un peu ce projecteur un peu sur la possession des armes à feu et l'utilisation des armes à feu en France. Du coup, ça me paraissait important déjà de bien scinder ces deux aspects différents, c'est-à-dire les armes du loisir et les armes qui seraient susceptibles d'utiliser pour une situation dégradée, vraiment dans une situation où l'ensemble de l'effondrement de la société en fait, ferait que vous seriez livré à vous-même et que vous devrez vous défendre tout seul. Donc c'est bien, je voulais bien faire ces deux distinguos pour pas qu'il y ait d'amalgame. Parce qu'à partir du moment où il y a des amalgames, il y a des interprétations, et s'il y a des interprétations, évidemment, c'est sujet à polémique. Donc dans cette première partie, en fait, on va voir du coup les armes à feu du coup dans le loisir. Alors il faut savoir que moi je suis un gros passionné de tir sportif, c'est vraiment mon dada. J'ai plusieurs passions dans la vie, la musique, je suis aussi guitariste dans un groupe de rock, donc le truc qui n'a absolument rien à voir avec les armes à feu, on est bien d'accord. Et du coup, le tir sportif. Donc c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et du coup, ça me plaît énormément, parce que ça fait appel à autre chose que le sport en général. La concentration, du coup, tout ce qui va être le self-control, etc., la précision. Donc c'est vraiment cet aspect-là du tir sportif. Donc, et aussi le fait que souvent en fait c'est ouvert à absolument tout le monde le tir sportif. Je vous invite vraiment en fait à ne serait-ce que faire une séance d'initiation dans un club de tir en France. Il y en a partout, vous renseignez, vous tapez sur internet, ils font des séances d'initiation, ils font des baptêmes de tir, etc. Juste pour un peu arriver à comment on pourrait dire ça, à un peu s'enlever les idées reçues qu'on pourrait avoir sur le tir et le temps de tir en général. Souvent, en fait, les gens qui connaissent pas, ils ont un espèce d'idées reçues en disant oui, c'est des mecs un peu extrême droite, qui font un peu des trucs bizarres et tout, avec des armes à feu en treillis, etc. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on passe la porte d'un stand de tir, en fait, il y a d'absolument tout. Il y a du mec de 20 ans qui commence juste à travailler, à la dame de 80 ans, en fait, qui est là avec son col python pour juste vider son baril. Il y a vraiment un gros melting pot dans les stands de tir en général. C'est vraiment des idées reçues quand on parle avec des gens, en fait, qui disent ouais, ben là-bas, en gros, c'est borderline et tout. Et en fait, on se rend compte que les gens qui disent ça, souvent, ils côtoient pas les stands de tir. C'est pas du tout cette optique-là quand on est dans un stand de tir. Souvent, il y a un bon état d'esprit, c'est des passionnés, les gens sont passionnés d'histoire, passionnés d'armes en général. Donc ça parle beaucoup, armes à feu, rechargement, cartouches, etc. C'est dans l'échange et tout, il y a une bonne dynamique. Ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on pourrait penser d'un stand de tir si jamais vous y avez jamais été. Donc moi je vous invite vraiment, déjà la première chose, essayez, faites un baptême de tir, vous allez voir, ça va peut-être déclencher quelque chose chez vous, un espèce de virus, le virus du tireur, et du coup c'est une vraie super passion. Donc dans le tir sportif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs disciplines, il y a énormément de disciplines, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des passionnés de tir à la poudre noire, donc armes anciennes, donc souvent c'est des fanats d'histoire, ils vont tirer avec des mousquets, des revolvers à poudre noire, le page, en fait, c'est des pistolets, enfin, ça ressemble ni plus ni moins qu'au pistolet de pirate, qui fonctionne avec la poudre noire, donc on met le boulet et la poudre, etc. Enfin, la poudre et puis ensuite le boulet, et ensuite on va tirer sur des cartons, du coup, à 25 mètres.
Il y a ça, il y a tout ce qui va être du domaine du TLD, donc tir à longue distance, donc ça peut être 300, 600 mètres. Donc là on aborde un peu l'aspect sniping. Donc nous on appelle ça du tir de précision en fait, du tir à longue distance. Vous allez avoir tout ce qui va être TSV, donc tir en vitesse. Donc c'est un certain nombre de cibles au fait à toucher en un minimum de temps. Donc là on fait faire plus appel à vitesse précision, donc c'est encore un autre aspect du tir. Et il y a ce qu'on appelle le TAR après, avec du coup certaines disciplines, le tir à 25, le tir à 50 mètres, une main, deux mains, etc. Et après ça sera rangé en fonction des armes du coup utilisées par le tireur. Donc ça peut être un pistolet, ça peut être très bien un revolver, ça peut être énormément de choses. Il y a énormément de domaines en fait, dans le tir sportif en général. Il y a beaucoup de... Chacun peut vraiment y trouver sa place en disant ben moi je suis plus arme ancienne, moi je suis plus arme récente. Ou alors les tireurs comme moi en fait qui vont simplement en fait au tir en fait pour se vider la tête, essayer de faire un beau carton, un truc assez précis et tout, être content de soi. Ça vide la tête. Vraiment pour ceux qui pratiquent, hein, ça revient souvent, c'est que ça te vide la tête. En fait tu vas au stand, tu tires ton carton, t'es content du résultat et en même temps tu te vides la tête. Et après t'es serein, tu rentres chez toi et c'est très bien. Donc ça c'est les différentes disciplines que vous pouvez trouver dans le tir sportif. Et évidemment il y a des trucs parallèles en fait qui viennent en complément de tir sportif. Donc ça va être le rechargement. Donc ce que vous voyez derrière moi c'est du matériel de rechargement. Donc là on aborde encore une autre facette du tir sportif. On en parlera dans une vidéo je pense bien spécifique parce que ça a d'autres aspects en termes d'autonomie, autosuffisance, etc. Donc ça aussi, ça va être un sujet qui peut être sur les deux parties. Donc on en parlera sur cette vidéo, mais plus spécifique. Donc il n'y a pas de débat à avoir en fait. C'est une arme à feu. Clairement, c'est pas quelque chose de dangereux. C'est la personne qui va utiliser l'arme à feu qui va créer un danger. Là jusque là, vous me suivez. Pour preuve d'un peu de cette réflexion, je vais vous raconter une histoire. Alors cette histoire, elle est connue surtout pour les passionnés d'armes à feu. Elle n'est pas très connue des gens parce que ça les parle pas forcément. C'est l'histoire de Lutti. Alors Lutti, c'était un ingénieur anglais qui habitait au Royaume-Uni et qui était un gros fanat de tir sportif. Donc il allait tous les dimanches tirer sur l'arme longue, sur des cartons, voilà. C'était le mec qui faisait ça live. Et un jour, en fait, il y a eu un drame, en fait, au Royaume-Uni. Quelqu'un a utilisé, en fait, une arme à feu, une arme longue, en fait, pour descendre des personnes. Donc, il les a tués. Donc, le gouvernement, en fait, a décidé de interdire complètement les armes longues dans les clubs de tir. Donc, lui, il est tombé un peu des nues, parce que, du coup, lui, il n'était pas responsable de ça. Hein. C'est juste un malade, au fait, qui a commis des crimes, mais lui il n'est pas responsable de ça. Donc du coup lui il n'était pas forcément très joué à cette idée-là. Donc il a fait un courrier au gouvernement du Royaume-Uni pour leur expliquer que du coup il n'était pas forcément d'accord avec ça, que lui il n'était pas responsable de ce que faisait un autre malade avec une arme longue. Donc ça en est resté là évidemment, hein, son courrier n'a pas été, il n'a pas reçu de réponse à son courrier. Et du coup, il s'est contenté d'aller au stand de tir pour tirer à l'arme de poing. Sauf qu'évidemment, quelques années plus tard, il s'est passé un autre drame avec un mec pareil qui a fait exactement la même connerie avec une arme de poing. Donc le gouvernement a décidé de faire exactement la même chose. Il a interdit du coup les armes de poing en stand de tir. Donc le mec s'est retrouvé sans pouvoir tirer à pas grand chose au fait au stand de tir. Et le gars a tout simplement vrillé. En fait, il a pas compris. Il s'est dit mais là en fait on nous prend pour des gamins. En fait il se passe un drame et en fait moi je suis responsable de ce drame alors que moi j'ai tout fait dans les règles là. Donc le gars en fait commence en fait, je vous rappelle il est ingénieur et il veut prouver au gouvernement qu'en fait cette mesure est complètement débile. Donc comme il est ingénieur, je vous ai dit, chez lui il fabrique du coup un pistolet mitrailleur en 9 mm. Alors vous dites putain le mec est balèze. En fait le mec en fait a tout simplement en fait utilisé des objets que vous trouvez quotidiennement dans les magasins de bricolage, etc. avec des outils que vous avez tous chez vous
Et le gars a fabriqué son pistolet mitrailleur en 9 mm. Alors évidemment, il s'en est pas servi pour faire un truc de fou, c'était juste pour prouver qu'en fait, on peut tout simplement, en fait, c'est pas la peine d'essayer d'infantiliser les gens en fait en leur disant ben ça c'est interdit, je le prends, etc. Puisque de toute façon, si quelqu'un veut commettre quelque chose, il lui suffit simplement de le fabriquer. Donc il s'est pas contenté de faire ça, il a aussi fait un manuel, donc avec un manuel comme si vous vouliez monter un meuble, avec du coup les accessoires, qu'est-ce que vous devez acheter, les outils, étape par étape pour construire le pistolet mitrailleur. Et du coup, il a diffusé ce livre-là. Donc évidemment, l'État a voulu suspendre du coup la diffusion de cet ouvrage, pensant que fait les gens allaient faire des folies avec quoi, du terrorisme à foison, etc. Et ils ont poursuivi ce mec-là du coup en justice alors je sais plus, c'est des motifs incitation peut-être à la haine ou à l'émeute, etc. Donc ce mec-là, en fait, a ressorti un ouvrage, évidemment, pour expliquer comment on fabrique des munitions en plus qui iront avec le pistolet mitrailleur. Donc le mec était vraiment parti énervé, et il a été au bout de son truc. Donc il a été poursuivi en justice, poursuivi. Il a jamais été condamné, ce mec-là, parce que du coup, il est mort d'un cancer plusieurs années plus tard. Tout ça pour dire quoi, en fait que sa réflexion, en fait, elle est pertinente. On ne peut pas, en fait, partir du principe de dire si une partie de la population fait des dingueries en fait avec des armes à feu, surtout généralement ces armes à feu sont pas déclarées, c'est des armes qui viennent de pays en guerre en fait, qu'on n'a rien à voir avec les armes à feu de tireurs sportifs. Les armes à feu de tireurs sportifs, elles sont toutes déclarées, elles sont déclarées en préfecture. La gendarmerie a connaissance de toutes les armes que possède chaque citoyen en France, celles qui sont déclarées bien sûr. Il y a un renouvellement à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se présenter au centre de tir, tirer régulièrement, être contrôlé, etc. Il y a un suivi. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, si les tireurs acceptent de jouer le jeu, de déclarer leurs armes, etc., c'est simplement pour la sécurité publique et c'est très bien. Qu'on contrôle les tireurs sportifs pour savoir s'ils sont dans les clous, c'est très bien. Par contre, on voulait leur faire porter du coup la charge de ce qui pourrait se passer dans un contexte complètement différent de terrorisme, etc., c'est malsain, parce que ces armes-là qui sont utilisées pour des actes terroristes ne sont pas des armes issues de tireurs sportifs. C'est des armes automatiques qui viennent de pays en guerre, qui sont transportées sous le manteau et vendues sur le marché noir. On n'est pas du tout dans cette optique-là quand on est dans le tir sportif. Donc c'est un peu malsain d'essayer de brider ça. Les tireurs sportifs savent ce qu'ils font, c'est des gens qui connaissent la réglementation, ils font pas de dinguerie avec leur matériel. Eux, leur plaisir, en fait, c'est aller tirer au stand le week-end pour aller faire des beaux cartons. Mon sergent instructeur avait toujours l'habitude, en fait, quand il transmettait une arme à feu à un stagiaire, il avait cette habitude de dire une phrase que j'aime beaucoup. Donc, vous allez voir, il y a des petites phrases que je vais piquer comme ça. Mon major instructeur, pardon. Il avait beaucoup de phrases et il y a des phrases que j'adore. Je les ai mis dans un coin de ma tête et j'aime bien les ressortir parce que c'est des armes qui sont, des punchlines qui sont un peu marquantes. Et du coup, il m'avait dit, en confiant une arme, cet objet est un objet inanimé n'ayant aucune volonté propre. Et du coup, il transmet l'arme. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Cette phrase, elle est hyper intéressante. Ça veut dire que ça, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de métal avec du plastique. Voilà. La majorité des armes à feu, c'est de l'acier avec du plastique. Voilà. Elle n'est pas possédée par le démon, en fait, cette arme à feu, en fait. Elle n'a pas une volonté de tuer chaque être vivant qui est sur cette planète. On est bien d'accord. Ça, c'est un outil. Au même titre qu'un marteau, qu'un tournevis, qu'un couteau ou qu'une voiture. En fait, tous ces outils-là ne sont pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est à partir du moment où quelqu'un va prendre ces outils avec de mauvaises intentions. Donc on le voit avec ce qui s'est passé avec les faits divers. Le problème, c'est pas les armes à feu. Le problème, c'est les personnes qui utilisent les armes à feu, en fait, pour commettre des crimes ou des délits. Au même titre qu'une voiture, quelqu'un qui aura de mauvaises intentions en prenant une voiture, il va commettre des délits. C'est pas la faute de la voiture, on est d'accord, c'est bien la personne qui va la conduire. Au même titre qu'une personne qui va utiliser un couteau, au même titre qu'une personne qui va utiliser un tournevis, un marteau, etc. Donc on a cette idée un peu reçue, un peu malsaine,
que du coup le problème en France c'est ça. Le problème c'est pas ça, le problème c'est la personne qui va s'en servir de ça. Donc on infantilise un peu les gens en leur disant en gros on fait comme avec les enfants, c'est-à-dire qu'en fait s'il y a quelque chose qui se passe avec quelque chose, on va leur dire bah du coup vous avez vu ce qui s'est passé, ce que votre collègue citoyen a fait. C'est immoral, c'est pas normal. Donc du coup, je confisque tous ceux qui utilisent ce genre de choses. Donc d'abord, la première chose à savoir quand on manipule un arme à feu, c'est de connaître par cœur les 4 règles de sécurité. Les 4 règles de sécurité sont très importantes à partir du moment où on manipule une arme à feu. Donc là, avant la vidéo, évidemment, j'ai vérifié mon arme à feu. Comment on vérifie une arme à feu? Déjà, on regarde si effectivement elle est chargée. Donc s'il y a des cartouches dedans en fait. Et s'il y a des cartouches dedans, on enlève les cartouches pour la manipulation. Donc là, c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo, vous ne l'avez pas vu. Du coup, j'ai vérifié que mon barillet était vide. Donc il n'y a pas de cartouches dedans. Ça, c'est une règle de base à savoir. Et c'est ce qui nous arrive à la règle numéro 1. Donc une arme doit toujours être considérée comme étant armée. À partir du moment où vous prenez une arme en main, il faut se mettre dans la tête qu'elle est peut-être armée. Donc on fait du coup les manipulations qui vont faire que on va retirer du coup les cartouches si jamais il y en a dedans. Donc ça c'est la règle numéro 1. Toujours du coup considérer une arme comme étant armée. La règle numéro 2, c'est pour moi du coup une règle de base aussi. La règle numéro 2, c'est ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme vers un tiers ou quelque chose. Alors vers un tiers, c'est vers une personne, du coup, ou quelque chose que l'on ne veut pas tirer. Donc on va pas s'amuser au fait à pointer le canon devant le visage de quelqu'un, évidemment, mais ça peut aussi être devant une zone dangereuse, ça peut être quelque chose qui est susceptible de s'enflammer, d'exploser, etc. Donc ça, c'est une règle de base. On ne pointe jamais le canon de son arme vers un tir, vers quelque chose, donc vers une personne ou du coup vers un endroit qui est susceptible d'être à danger. C'est pour ça que quand on fait des manipulations d'armes à feu pour le déchargement, on choisit ce qu'on appelle une zone neutre, c'est-à-dire que notre canon en fait va être pointé dans un endroit qui est susceptible d'assimiler un tir. Donc ça peut être de la terre, etc. En fait, il faut que la cartouche puisse rentrer dedans et qu'elle ne cause pas de dégâts. Donc ça, c'est une règle de base quand on manipule une arme à feu. La troisième règle est pour moi la plus importante de toutes. Elle est primordiale. C'est la meilleure sécurité d'une arme à feu. Vous n'en trouverez pas une de plus efficace. Cette sécurité, c'est votre index. À partir du moment où mon index n'est pas sur la queue de détente, donc la queue de détente, c'est la partie de cette arme-là, ce qui va déclencher le tir, l'arme ne tirera pas. C'est de base, une arme ne tire pas toute seule. Donc ça, c'est la meilleure sécurité que vous puissiez avoir sur une arme à feu. Donc ne jamais, du coup, laisser son index sur la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. C'est-à-dire que même quand je vais commencer en fait, à pointer ma cible, vous voyez, mon doigt est le long du pontet. Et c'est à partir du moment où je dis OK, ma cible en carton, tout est clair, tout est OK. Et là, à partir de ce moment-là, OK, je vais mettre mon doigt sur la queue de détente pour pouvoir déclencher le tir. Mais en aucun cas, en fait, mon doigt est sur la queue de détente quand je vais commencer à mettre en cible. C'est vraiment, je mets en cible et ensuite je mets mon doigt sur la queue de détente. Donc ça, c'est vraiment une règle de base primordiale, l'index. La quatrième règle de sécurité, elle est importante, c'est être sûr de son objectif avant de tirer. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où vous êtes en cible, etc., ok, le terrain a l'air dégagé, quoi que ce soit, donc je pointe, ok, mon index, et là il se passe un truc, je sais pas, vous croyez voir une personne où la zone de tir est pas nette, vous n'êtes pas sûr de votre objectif. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre objectif, vous baissez votre arme et du coup vous allez analyser la situation, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que mon angle fait de tir est bien dégagé. C'est aussi valable au fait quand vous faites un tir classique 25 mètres, vous êtes là en fait, ok, je reste un peu trop longtemps en fait, mes bras en fait commencent à peser, etc. Je suis plus sûr de mon objectif parce que mon arme avait commencé à faire des ronds, etc. Donc si je suis plus sûr de mon objectif, hop, je baisse mon arme du coup. Voilà, je reprends mon souffle, voilà, je me détends un peu les bras et ensuite je réengage. Ok, je suis sûr de ma cible, je mets mon doigt sur la queue de détente et je tire. Donc ça aussi, c'est une règle importante du coup dans les 4 règles de sécurité.
Il y a une cinquième règle qui existe aussi pour les stands de tir vraiment ses propres stands de tir. C'est du coup mettre son arme en sécurité pour aller sur le pas de tir. Donc ça, c'est une règle de base que vous retrouverez sur tous les stands de tir. Donc on met son arme en sécurité. Son arme en sécurité, c'est on retire les cartouches du coup du barillet du revolver. On peut retirer aussi du coup le barillet en lui-même pour la simple action par exemple. Mais du coup le principe c'est ça. On met son arme en sécurité du coup pour pas qu'elle soit dangereuse, quoi. Donc cette arme en fait c'est un du coup Colt SAA, donc pour Simple Action. C'est une arme typique des western spaghetti. Cette arme, elle est du coup, donc celle-là c'est une copie, hein, celle-là c'est un Pieta du coup, qui est chambré dans le calibre 45 Colt. Donc là, ce que vous voyez, c'est une cartouche de manipulation. Hein. Donc d'accord, il n'y a pas d'amorce, il n'y a pas de poudre, c'est vraiment une cartouche qui est faite, que j'ai faite moi-même du coup pour pouvoir les manipuler. En gros, en fait, le 45 Colt, c'est un peu l'ancêtre du 45 ACP, celle qu'on retrouve dans certains pistolets semi-automatiques récents, et qui est introduit par le Colt 1911. Alors, si vous voyez pas ce que c'est, j'essaierai de mettre une petite image du coup au montage de la vidéo pour vous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est on pourrait dire le papy du Colt 1911, si on peut dire ça. C'est une super arme, franchement. Si vous débutez le tir sportif et vous voulez mettre au revolver, c'est vraiment une arme que je vous conseille. Elle est rustique, elle est basique, elle nécessite un peu de manipulation, c'est vrai, pour la prendre en main, mais c'est super, c'est des super sensations. C'est une arme qui est hyper fiable, elle est hyper facile à recharger aussi, hein. On parlera du rechargement dans des vidéos un peu plus tard. Donc le principe du rechargement sur un Colt SA, je vous le montre vite fait. Vous avez un accès à la chambre. En fait, on rabat cette partie-là. Et vous avez en fait, en gros, 4 crans sur le chien du revolver. Donc je sais pas si on va les entendre, mais je vais essayer de vous les faire entendre. Et premier, deuxième, troisième, quatrième. 4 comme les 4 clics du Colt. Voilà, les 4 lettres de Colt. Donc quand elle est dans cette position-là, évidemment, c'est la position de tir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas retirer le barillet, il n'est pas basculant comme sur un revolver classique. Enfin, plus récent. En fait, on va voir, il va y avoir, comme je vous explique, il a 4 clics, les 4 positions. Donc la première, c'est une position de sécurité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire feu, en fait, ça bloque la queue de détente. Et la deuxième, c'est celle qui vous permet de recharger. Donc en fait, ça va libérer le barillet. Et à partir de là, du coup, on va pouvoir introduire du coup la cartouche. Donc évidemment, celle-ci c'est une cartouche du coup de manipulation. Et du coup, on va pouvoir enchaîner les autres cartouches pour ensuite ramener à l'arrêt et puis du coup pouvoir enchaîner les tirs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'était un barillet de 6 mais chargé qu'à 5. Alors pourquoi il chargeait qu'à 5 ? Parce qu'il faut savoir, c'est que si je charge à 6, ça veut dire que mon marteau va être en appui sur la cartouche qui est dedans. On est bien d'accord. Si elle est en appui dessus avec l'amorce, et que je vais frapper très fort le marteau, ou qu'il y a un truc qui va taper, du coup ça va faire péter l'amorce, et du coup la cartouche va partir. Il y aura un coup qui va partir. Donc si imaginez que j'ai l'arme au holster, mais ce qui se passe, c'est que du coup je vais prendre un tir dans le pied ou dans la cuisse. Donc pour éviter ça, ils appelaient ça un rechargement type cowboy. Donc en gros, j'insérais du coup ma première cartouche, et en fait je laissais une chambre vide. Donc première chambre vide, et ensuite j'allais insérer les 4 cartouches. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là je sais qu'après il y a une cartouche, du coup la première que j'ai engagée. Donc du coup en faisant ça, clac, je suis du coup sur la chambre qui est vide. Et donc ça ne présente pas au fait de danger, puisque le marteau est en appui sur une chambre vide. Donc on est chargé à 5 cartouches. À l'époque, souvent, on chargeait à 5 cartouches. C'était hyper rare de charger à 6, ça présentait vraiment un danger. Et du coup, pour extraire du coup la cartouche une fois qu'on l'avait tirée, en fait, on rebasculait en mode chargement avec les 2 clics. Et vous voyez ici, du coup, il y a une petite tige, je ne sais pas si on va le voir. Du coup, elle va pousser du coup la cartouche. Hop, elle va venir pousser la cartouche et l'extraire.
Voilà. Et on enchaînait comme ça le barillet au fur et à mesure pour chasser les cartouches tirées. Donc évidemment, il y a plusieurs types d'armes à feu dans le monde. Il y a des armes en fait qui vont être... déjà, il faut différencier deux choses. Les armes poing et les armes longues. C'est déjà deux catégories différentes. Après, on verra que dans les armes longues, il y a différentes catégories. Dans les armes de poing, il y a différentes catégories. Les armes de poing, souvent ce qui revient, c'est du coup les revolvers, donc avec un barillet, où on va du coup insérer chaque cartouche par cartouche. Et du coup, les pistolets, en fait, ont un magasin de plusieurs cartouches. Donc on peut enchaîner, du coup, on peut enchaîner plus de cartouches et c'est un cheminement semi-automatique. Je vous expliquerai plus ça en détail, du coup, avec mon autre arme de poing. Ce qu'il faut savoir aussi en France, c'est que du coup, c'est classé en plusieurs catégories. Donc avant, il y avait première, deuxième, c'est fini ça. Maintenant, c'est A, B, C, D. Donc tout ce qui va être A, c'est armes de guerre. Donc, qui sont pas... on n'est pas concerné en France par la possession de ces armes-là. C'est plus l'armée, les groupes de sécurité privée, etc. C'est tout ce qui va être armes qui va tirer en automatique et certains types de calibres. Donc on n'est pas concerné par ça, parce qu'il faut savoir que en France, dans les stands de tir, il est interdit de posséder des armes qui tirent en automatique, et de toute façon, ça n'a aucun intérêt dans un stand de tir de tirer en automatique sur une cible en carton. Ceci, ça serait peut-être fun pendant les 15 premières minutes. Après, on va très vite se rendre compte que du coup, on en met complètement à côté de la cible, qu'on va cramer des cartouches à fond, et que du coup, ça va coûter un budget monstre. Il n'y a pas trop d'intérêt en fait à tirer en automatique. De toute façon, c'est formellement interdit. Et la catégorie A1, du coup, donc c'est assez récent, c'est que c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certains calibres en France vont directement surclasser une arme. Donc il y a ce qu'on appelle les calibres maudits, hein, comme par exemple le 7,62 par 39, qui est la calibre de la Kalachnikov, le 5,56, qui est du coup la majorité des cartouches des fusils d'assaut qu'on va trouver en France, et du coup à l'étranger. Donc ces calibres-là sont ce qu'on appelle les calibres maudits. Donc à partir du moment en fait, où cette arme est chambrée dans cette cartouche-là, l'arme est directement surclassée en B4. Donc B4, c'est soumis à du coup autorisation. Donc c'est un cheminement en fait préfectoral. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, une arme elle est soit libre, soit soumise à déclaration, soit soumise à autorisation. Soumis à autorisation, vous devez être en stand de tir. Vous devez faire alors maintenant, ça va peut-être changer d'ici quelques mois. Maintenant, vous devez faire un gros dossier, c'est suivi par la Fédération française de tir. C'est un dossier qui va être transmis à la préfecture. Et du coup, c'est quelque chose que vous demandez l'autorisation de posséder. Donc la préfecture vous enverra un papier si c'est OK, si tous les papiers sont NIF. Et du coup, ce papier-là est valable 5 ans. Donc tous les 5 ans, vous devez faire un renouvellement pour pouvoir continuer à posséder et utiliser vos armes, du coup, cassées en B4. Tout ce qui va être du domaine de la déclaration, c'est la catégorie C. Donc là, c'est une arme que vous allez directement déclarer à l'achat en préfecture. Donc imaginons que vous achetez une carabine 22 long rifle. Donc cette arme-là, elle est déclarée en préfecture. Et du coup, c'est la seule démarche que vous aurez à faire. Parce qu'à partir du moment où en fait, elle est achetée, cette catégorie C, dans les clous, c'est une arme en viager, c'est-à-dire qu'en fait, vous la posséderez à vie, il n'y a pas d'autre papier à faire. Donc ça, c'est la catégorie C. Et catégorie D, du coup, ça va être tout ce qui va être revolver à poudre noire, etc., qui, elle, est en vente libre sur la présentation d'une pièce d'identité. Et après, il y a d'autres armes encore plus anciennes, toutes les armes avant 1900, qui, eux, sont en vente libre totale, où il n'y a pas de carte d'identité ou que ce soit. Sauf certaines exceptions, ça c'est la réglementation française qui fait que des fois, il y a des exceptions, en fait... le législateur en fait décide que telle ou telle arme possède un risque, donc du coup elle est surclassée ou plus ou moins ou déclassée. Voilà. Donc à partir du moment en fait, ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où vous avez une licence de tir, donc vous inscrivez à un club, vous avez la possibilité en fait d'acquérir des armes en catégorie C. Voilà, d'office. Donc à partir du moment où vous avez votre carte de tireur, vous pouvez acheter une arme en catégorie C. Donc toutes les carabines 22 long rifle en fait à répétition du coup manuel, il y a un accès du coup, les armes de chasse du coup en calibre 12, etc. Certains types de fusils à pompe avec une longueur de canon prédéfinie, avec un magasin tubulaire possédant moins de 3 cartouches, je crois.
et des armes dites de tir longue distance, du coup des armes qui sont plus à verrou de certains calibres pour faire soit de la chasse, soit du tir en longue distance. Donc ça, c'est les armes que vous pouvez posséder si vous êtes détenteur d'un titre de la Fédération française de tir, donc une licence de tir. Après, il y a d'autres possibilités comme une carte de balle trappe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une arme de balle trappe, vous pouvez acquérir du coup un calibre 12, enfin une arme de chasse du coup pour faire du balle trappe. Et il faut savoir aussi qu'avec un permis de chasse, du coup, vous avez accès aussi à toutes les armes de la catégorie C. Donc, panne de long rifle, calibre 12, les multiplicités de fusils de chasse, etc., carabine à levier, etc. Donc, en France, c'est vraiment, voilà, il y a une réglementation. Alors, elle est pas restrictive, hein, quand on regarde bien, c'est pas, c'est loin d'être aussi restrictif que dans certains autres pays du globe. Mais par contre, on est un pays administratif, c'est-à-dire que tout doit être fait dans les règles, donc les papiers doivent être faits correctement, etc. On doit être dans les clous. Et c'est normal. Je trouve que c'est un peu un gage de bonne foi, en fait, quand vous êtes tireur sportif ou vous possédez des armes à feu chez vous, c'est que, quelque part, en fait, vous dites, ok, moi je veux avoir une arme chez moi, par contre, il n'y a pas de souci, allez déclarer, on sait combien de munitions j'ai chez moi, quel type d'arme, etc. Moi je trouve que c'est normal. Même dans la conjoncture actuelle, de montrer patte blanche, au fait, pour pouvoir en fait bénéficier de la possibilité d'aller tirer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de la vidéo. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler vraiment plus arme à feu dans une situation dégradée, donc plus dans l'aspect survie, survivaliste, etc. Donc bien faire l'amalgame, enfin le distinguo entre les deux. Entre la première partie qui est plus du tir sportif, où là on va vraiment parler du loisir en règle générale, et la partie numéro 2 qui va être plus dans le domaine de la situation dégradée, c'est pas la même utilisation, ok. Et c'est vraiment dans un truc qui est complètement différent. C'est pour ça que je vais bien faire deux vidéos pour pas créer d'amalgame entre les deux. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner surtout pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.